Merci Anne du coup, pour cette invitation à intervenir auprès de ce groupe d'étudiants. Je me présente, du coup, Farid Taleb. Je suis directeur de l'association Futurage Paul Charlefoix, qui travaille depuis un peu plus de 20 ans sur les questions liées aux enjeux du vieillissement des populations. L'idée, c'est d'accompagner les collectivités, les acteurs médico-sociaux, les universités et la PHP sur les questions de vieillissement des populations, sur les enjeux sociétaux en particulier, en les accompagnant à travers des outils d'aide à la décision sur différents sujets. Ça va de la rénovation urbaine, la prise en compte des seniors quand on construit ou quand on reconstruit un quartier ou une ville, la prise en compte notamment de la question de l'utilité des seniors à la retraite, par exemple, de l'isolement social des seniors, du lien entre seniors et maladies cognitives, de l'alimentation des seniors ou encore les questions de prévention de perte d'autonomie ou de maintien à domicile. Voilà en gros ce que nous faisons au quotidien. Aujourd'hui, du coup, j'ai le plaisir d'intervenir auprès de vous pour vous présenter modestement l'historique des politiques publiques en direction des personnes âgées. Donc, j'ai partagé un document de sorte à ce que je puisse être utilisé en tant que fil rouge. Hop, juste un instant, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez bien l'accès, Farid, ou est-ce qu'il faut que Ouais. le co-animateur? C'est bon, ok, super. Super. Donc là, du coup, vous voyez tous en plein écran la projection du document? Ce n'est pas en plein écran, mais on voit. Ah, pardon, je vais arranger ça. Ok, bon, c'est pas grave, du coup. Hop. Alors, ça ne marche pas, le mode diaporama, du coup? Ça ne veut pas? non, quand je suis sur deux écrans, le problème, c'est que je mets en diapo ici. Alors, je vais essayer. Sinon, ce n'est pas très grave. Quoique non, c'est bon, ça va, c'est parfait. Là, c'est bon, normalement, c'est en plein écran. Non. 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 Ah, pourtant, c'est moi, ça l'est. Bon, c'est pas méchant, du coup. Oui, ça va, on le voit. Et puis, de toute façon, si vous en êtes d'accord, Farid, je vous transmettrai voilà, le PowerPoint après. Ok, bien sûr, bien entendu. Oui. Donc, hop. L'idée, c'est de partir d'un contexte, en fait, prise de conscience. En gros, tout au long du siècle, on constatait un allongement de la vie, de la durée de la vie, qui est notamment lié aux meilleures conditions d'hygiène, aux progrès médicaux et bien entendu à la prise en charge des soins par la sécurité sociale. Donc tout ceci est constaté, mais également programmé. Au début des années 60, bien qu'il y ait ces améliorations qui ont été constatées, la pauvreté, le mal logement et l'isolement demeurent quand même assez forts et les personnes âgées apparaissent comme les oubliés de la croissance économique et de la protection sociale. Particulièrement, la situation des femmes qui ont peu ou pas travaillé est souvent dramatique à cette époque-là. Et donc, la question des conditions des personnes âgées qui perdent leur autonomie et deviennent dépendantes commence à se poser alors que leur prise en charge relevait généralement de la sphère privée et familiale et aussi dans une moindre mesure à l'assistance, au réseau d'assistance à la pauvreté. De la même manière, en fait, du coup, les modes d'organisation de la famille vont profondément évoluer durant ces décennies et on assiste peu à peu à une diversification des modes d'aide et de prise en charge des personnes âgées, avec notamment la montée en puissance de l'action publique. Alors, en 62, le point de départ, le rapport Larocque, c'est vraiment un point qu'il faut connaître justement dans la prise en compte et la prise en charge des politiques vieillesse par l'État. En fait, ce rapport qui date de 1962, qui a été rédigé par la Commission d'études des problèmes de la vieillesse, il constitue un véritable cri d'alerte sur la situation particulièrement précaire d'un grand nombre de personnes âgées en France. Ce rapport est considéré comme l'acte fondateur des politiques vieillesse en France, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, et il propose
une approche plutôt moderniste de la vieillesse, conçue comme un troisième âge actif, autonome et participant. L'idée, c'est qu'à ce moment-là, on assiste à l'émergence d'une nouvelle catégorie sociale, le troisième âge, du coup, vers qui il s'agira plus non seulement de porter une politique des retraites, mais aussi une politique des modes de vie. L'intégration sociale et le maintien à domicile sont au cœur de ce rapport qui influencera l'ensemble des mesures prises pendant des décennies. C'est vraiment important dans le sens où c'était très moderniste comme approche à l'époque. Et comme on le verra dans les prochaines slides, pendant un moment, ça a été largement suivi, moins plus tard à cause d'un contexte économique redevenu défavorable. Et aujourd'hui, on retourne de nouveau aux bases, aux fondamentaux du rapport Laroque. Donc, dans les années 70, on assiste à une structuration des acteurs et de leurs actions. Donc, l'intégration de la vieillesse dans la société peinera malgré tout à se réaliser. Il faudra attendre les années 70 pour voir émerger des actions sanitaires et sociales favorables au maintien à domicile. Là, il y a un double affiché. D'une, répondre aux besoins actuels d'une population d'un âge donné, et de deux, agir sur les actifs d'aujourd'hui pour leur préparer une meilleure vieillesse demain. Donc, il faut favoriser les politiques de maintien à domicile pour préserver au maximum l'indépendance et l'intégration sociale des personnes âgées. Donc là, on part aussi sur une autre loi également fondatrice, donc à cette époque, que se structure le secteur social et médico-social avec la loi du 30 juin 1975 d'orientation sur les personnes handicapées et relative aux institutions sociales et médico-sociales. On voit qu'on est là 13 ans après le rapport Laroque, qui était toujours dans les esprits, mais comme on peut le voir dans les années, c'est que dans les années 70 que ces actions sanitaires et sociales commencent à s'organiser. Donc, dans les années 80, il y a un ralentissement de la croissance qui provoque un creusement des déficits des budgets et de la protection sociale. Cela a des conséquences sur les soins et l'aide sociale en faveur des personnes âgées. En parallèle à ça, c'est à cette période que la compétence de droit commun en matière d'aide sociale légale est confiée aux conseils départementaux. Donc, à ce moment-là, le département devient le responsable de l'aide aux personnes âgées. Tout ça pour dire que c'est à ce moment-là, c'est dans ce contexte que l'on met de côté l'approche inclusive de la politique prônée par le rapport Laroque au profit d'une approche plus médicale. La vieillesse, qui a été appréhendée jusque-là via la figure du troisième âge, est désormais considérée sous le joug de l'invalidité. L'idée, c'est qu'on introduit la notion de dépendance, ce qui revient à évaluer les incapacités des personnes concernées à partir de grilles de mesure pour déterminer les besoins d'aide et en apprécier le coût financier pour la collectivité et le reste à charge pour les familles. Donc là, on voit bien que on a cette perception de la personne âgée comme un coût pour la société. Donc du coup, combien justement son invalidité ou sa perte d'autonomie coûte justement au département ou aux communes et aussi aux familles. Donc il n'y a plus cette approche inclusive qui était pourtant au cœur du premier rapport fondateur de 1962. Donc là, on est dans les années 80. Farid, j'en Oui. profite pour souhaiter la bienvenue aussi, du coup, à Bilal Rabi et Kesni, je pense également. Donc voilà, je sais que certains d'entre vous ne peuvent pas afficher leur caméra. N'hésitez pas à le faire si vous le pouvez. Et puis à nous indiquer aussi votre formation. Et si vous en êtes d'accord, Farid, je fais un petit… voilà, si jamais vous avez des questions les uns et les autres, je pense qu'ils peuvent vous interrompre pour les poser au fur et à mesure. Absolument, Et rendre n'hésitez encore pas. plus interactif, parce que c'est vrai qu'en voilà, en visio. Effectivement, ouais. Non, il y a aucun souci.
du coup, à m'interrompre en pleine exposé pour justement revenir sur un point ou préciser un sujet ou une notion. Et dans tous les cas, même à l'issue de toute façon de cette présentation, on échangera également plus en profondeur. On va essayer. Et bienvenue également, Anaël. Et du coup, voilà. Si vous pouvez à chaque fois me préciser, ne serait-ce que dans le chat, votre formation. Voilà, super. Voilà. Donc, vous êtes tous les deux en GEA, les premiers. Kesni peut-être et Anaël également, si vous le précisez, vous pouvez le préciser, c'est chouette. S'il y a moyen de mettre la caméra, c'est chouette aussi. Et à toutes et tous, n'hésitez pas à poser des questions. Merci beaucoup de votre présence. Merci Farid, je vous laisse continuer. Je vous en prie. Du coup, là, on arrive dans les années 90 où on aperçoit une diversification de l'offre pour le maintien à domicile. Donc, l'emploi direct en fait, par les particuliers est encouragé, notamment par l'exonération des charges sociales et fiscales pour les personnes âgées de plus de 70 ans. Et il y a également le développement des services mandataires qui est rendu possible à partir de 1986. Donc, en 1993, il y a la création des chèques-services, qui sont les ancêtres des CESU, les chèques emploi services universels, qui du coup favorisera l'ampleur de ce dispositif de développement de services. Et en 1996, le secteur de l'aide à domicile sort du seul giron des services publics et associatifs et s'ouvre aux entreprises, bien entendu sous conditions d'agrément. Logique, c'est celle de l'emploi qui s'invite dans les actions de politique vieillesse, avec en trame de fond la volonté de libéraliser le secteur de l'aide à domicile, donc, qui est toujours le cas aujourd'hui. Donc, toujours dans les années 90, se construit la mise en place d'une prestation destinée à couvrir en partie le coût lié à la dépendance. Tout à l'heure, on parlait de grille. Eh bien, la plus connue aujourd'hui, qui est toujours une référence, c'est la grille AGIR ou AGIR pour autonomie, gérontologie, groupe ISO-ressources, qui distingue en fait 6 niveaux de dépendance. Du GIR 1, le niveau de dépendance le plus élevé, au GIR 6, le niveau de dépendance le plus faible. À partir de là, on crée progressivement la première prestation d'assistance spécifique aux personnes âgées dépendantes. Elle est financée, comme on l'a dit tout à l'heure, par le département. Elle est soumise à conditions de ressources. C'est la PSD, la prestation spécifique dépendance. Alors, il faut savoir qu'elle ne rencontre pas forcément le succès attendu, puisqu'elle inclut une clause de récupération lors de la succession, ce qui freine les destinataires potentiels. Plus tard, à travers la loi du 20 juillet 2001, l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, remplace la PSD. Et celle-ci, son concept, il est fortement modifié, car la prestation est construite comme un droit universel, ce qui, du coup, augmente fortement le nombre de bénéficiaires. Oups. Donc, la canicule de 2003, petite parenthèse du coup, votre tranche d'âge, c'est plutôt quoi, 20-25 ans, j'imagine? Ou un peu plus, un peu moins. Chez nous. Il y a des formations continues aussi. Mais c'est gentil. C'est pas bien. Je n'ai pas entendu du coup. Grosso modo. Il y a des gens, dans mon master, il y a pas mal de formations continues, un peu plus âgées. Ok, très bien, ça marche. Du coup, donc voilà, peut-être qu'il y en a qui se souviennent de cette canicule de 2003 qui a constitué un traumatisme important dans la société et qui a mis en lumière la situation d'isolement et d'exclusion d'un grand nombre de personnes âgées. Il faut savoir qu'à l'époque, on parlait de 10 000 personnes âgées décédées juste durant cet été 2003. C'était énorme. Et rapidement, les pouvoirs publics ont réagi avec la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, avec notamment la création de la CNSA, c'est la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui a vocation à jouer un rôle central dans la prise en charge de la dépendance des personnes âgées et du handicap.
Elle vient soutenir justement le travail réalisé par les départements et du coup qui a plus de flexibilité dans les actions qu'elle peut mener puisque du coup, elle peut financer des actions à tous les échelons territoriales, communes, départements, régions ou à l'échelle de tout un pays. Donc, les années 2000 se caractérisent par ailleurs par le renforcement de la coordination gérontologique. Donc là apparaissent notamment les CLIC, les centres locaux d'information et de coordination. Les CLIC accueillent et informent et orientent les personnes âgées tout en assurant une coordination des interventions auprès d'elles. Donc, c'est assez important comme rôle et comme acteur au niveau territorial, puisque elles font le lien avec beaucoup d'acteurs médico-sociaux. Elles connaissent justement au niveau territorial les acteurs qui peuvent agir en direction du bien-être et de l'autonomie des personnes âgées. Donc, c'est important. Il y a également les Mayas, qui sont jusqu'à aujourd'hui ont un rôle prépondérant dans cette coordination. Donc, la loi ASV, pour boucler la boucle par rapport à ce qu'on sait tout à l'heure, c'est une loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement, tout simplement. Elle date du 8 décembre 2015. Elle donne les moyens pour mieux prendre en charge les personnes en perte d'autonomie. Donc, cette loi, elle est organisée autour d'anticipation du vieillissement, d'adaptation de la société et d'accompagnement de la perte d'autonomie. Donc, cette loi privilégie le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie. Donc, concrètement, on relève les plafonds d'aide de l'APA, ce qui permet d'accroître le nombre d'heures d'aide à domicile. Donc, entre parenthèses, l'APA, en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, l'allocation qui est proposée fournie par le département, ce n'est pas de l'aide directe financière. En fait, c'est des heures d'aide à domicile qui sont proposées aux personnes en perte d'autonomie. Donc, de nouvelles dispositions sont adoptées pour faciliter le travail des aidants à domicile. Cette loi reconnaît le droit au répit des aidants, qui leur donne justement les moyens de prendre du repos. Donc, comme vous pouvez le constater, là, on renoue avec les ambitions du rapport Larocque, qui du coup sont 40, un peu plus de 50 ans plus tard, et rompt avec l'approche de la dépendance centrée sur le tout médical, comme on l'a vu dans les années 80. Donc là, on remet la personne âgée comme une catégorie d'âge, enfin, une catégorie sociale à part entière et inclusive dans la société. Donc, quelques chiffres aujourd'hui. Alors, la France, en fait, elle connaît une croissance importante et continue des classes d'âge les plus élevés, comme on l'a vu de toute façon au départ, avec la longévité et une augmentation de la longévité des Français. Donc, comme vous pouvez le voir, les personnes âgées de 60 ans et plus, qui sont au nombre de 16 millions aujourd'hui, seront 20 millions en 2030 et près de 24 millions en 2060. Plus on avance en âge, donc du coup, les Français âgés de 75 ans et plus, qui sont 6 millions environ aujourd'hui, seront 12 millions en 2060. Donc, c'est le double, ce qui est quand même énorme comme évolution. Et le nombre des plus de 85 ans, lui, quadruplé, passant de 1,4 million à 5,4 millions d'ici 2060. Donc, l'espérance de vie est aujourd'hui d'environ 80 ans en moyenne, contre 47 ans en 1900. Là aussi, ça a quasiment doublé en un peu plus d'un siècle l'espérance de vie. Et cela entraîne du coup un vieillissement de l'âge moyen de la population qui passera de 41 ans aujourd'hui à 45 ans. Donc, ces chiffres sont importants à avoir en tête,
dans le sens où plus il y a enfin, on est de plus en plus de personnes âgées dans la société et surtout de plus en plus de personnes âgées en bonne santé dans la société. Donc, forcément, il faut que la société soit plus inclusive dans tous ces secteurs pour que, du coup, les personnes âgées soient toujours considérées comme une catégorie de la population à part entière. Il y a effectivement la question de la perte d'autonomie ou de la dépense quand il y a des problèmes médicaux, mais il faut savoir que la plupart des personnes âgées souhaitent rester, souhaitent vivre à domicile. Je n'ai pas rajouté de slide là-dessus, mais on peut changer également là-dessus avant d'enchaîner sur les prochaines slides. Mais on l'a vu ces dernières années avec la crise du Covid. Une autre limite des politiques vieillesse qui ont été menées ces dernières décennies, c'est la question des EHPAD. Les EHPAD étaient venus justement répondre à un besoin de prise en charge des personnes qui avaient une autonomie très faible, voire pas d'autonomie, dans des établissements médicalisés. Comme du coup, j'avais lu un article du Monde il y a quelque temps là-dessus, quasiment 50% des personnes, alors je ne me rappelle plus c'était sur quelle période, décédées à travers la crise du coronavirus, étaient mortes en EHPAD. Donc ça montrait vraiment que ça ne les protégeait pas forcément. Alors que du coup, les seniors qui vivaient à domicile et qui étaient accompagnés différemment subit justement ce risque supplémentaire de mortalité, on va dire, contrairement aux EHPAD où du coup, c'est vraiment un carnage, si vous me permettez l'expression. Donc, ça renforce justement l'idée et l'envie de travailler sur la prévention de la perte d'autonomie, qui est un sujet vraiment qui a toujours existé, mais qui est encore très fort aujourd'hui, bien que beaucoup de spécialistes regrettent qu'il y avait, si vous voulez, une nouvelle loi qui devait passer pour le grand âge, pour favoriser la prévention de l'autonomie et du maintien à domicile, mais qui a été, pardon, qui a été repoussée par les derniers gouvernements et primant justement au grand désarroi plutôt des secteurs de la gérontologie ou de la gériatrie. Et ça, c'est sans parler, et je pense qu'il y en a qui sont bien placés pour le connaître dans le M de santé notamment, de tout ce qui peut se passer d'autre dans les EHPAD. Et la non, Absolument, oui. Ah oui, je ne voulais pas en parler effectivement pour ne pas partir encore pas encore très critique, mais effectivement, on peut dire beaucoup de choses là-dessus, bien que ceux qui y travaillent sont vraiment de bonne volonté, mais les moyens qui leur sont accordés sont vraiment dérisoires compte tenu du besoin des personnes seniors qui y résident. Oui, et du respect de nos anciens, en fait. Absolument. Ouais, la prise en charge est complètement différente dans d'autres pays. Oui. Mais c'est très intéressant ce que vous dites là, parce que du coup, c'est cette approche-là du rapport Larocque, on y revient toujours, d'approche inclusive des seniors, de respect des anciens, et de se dire tout simplement que c'est quelque chose de mathématique, on sera tous seniors à un moment donné. Donc, à un moment, quand l'approche, un des objectifs de la loi ASV de 2015 disait que l'idée, c'était aussi de permettre aux actifs d'aujourd'hui de préparer leur retraite de demain, c'est aussi dans ce cadre-là, c'est que il y a la question de l'isolement social, il y a la question du maintien à domicile, il y a la question de la mobilité des seniors, il y a la question, il y a pas mal d'enjeux sociétaux qui n'étaient pas, dont les seniors n'étaient pas forcément, la question des seniors n'était pas forcément intégrée à ces enjeux-là, qui commencent à être aujourd'hui. Pas toujours au niveau réglementaire, c'est-à-dire que la loi n'impose pas toujours la prise en compte de ces enjeux-là,
mais au niveau éthique ou RSE ou autre, par exemple, là par exemple, bon, petite parenthèse, au niveau de Futura, on travaille sur les JO, les JOP, Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. On apporte du conseil dans la construction du village des athlètes et du village des médias. C'est-à-dire que du coup, il y a deux nouveaux quartiers qui sont en train de sortir de terre pour les athlètes et les médias pendant les JO. Mais nous, on intervient avec d'autres associations de personnes représentant les personnes à mobilité réduite, aveugles, malentendants, souffrant de handicap divers et autres. C'est comment ces nouveaux quartiers, à l'issue des Jeux, puissent être laissés en héritage à la population. Et donc, du coup, on travaille avec les architectes, avec les promoteurs, pour que, sur la question des personnes âgées, dans les espaces publics ou dans les appartements, on prenne en compte dès la construction ces questions-là pour faciliter la question euh, de mobilité à l'intérieur du logement ou au sein du quartier. Des questions toutes bêtes, par exemple, avoir la salle de bain proche de la chambre, avoir un sol antidérapant dans la cuisine et la salle de bain, avoir les poignées de porte pas trop élevées, le hall d'immeuble, avoir une porte pas trop lourde également, avoir des panneaux de signalisation suffisamment visibles et éclairés. Donc, du coup, c'est pas mal de référentiels assez complets. Et du coup, il n'y a pas d'obligation pour les promoteurs ou les architectes de le faire, mais comme ils veulent que les JOP 2024 soient, d'un point de vue éthique, irréprochables, donc ils prennent en compte pour le faire. Donc, on est satisfait, donc du coup, d'être sollicité là-dessus, mais ce n'est pas encore une obligation, si vous voulez. Du coup, par exemple, s'ils ont envie de faire un escalier en colimaçon, on ne va pas leur empêcher, alors que du coup, ce n'est pas du tout adapté aux seniors, aux différents domaines du coup. Les escaliers à paliers permettent de se reposer en interétage. Donc, c'est des questions de détails ou techniques, mais qui ont leur importance dans la vie du quotidien. Oui, clairement, oui, tout à fait. Je me demande si Anaëlle ou Kesni, vous n'aviez pas une question? Vous avez ouvert votre micro tout à l'heure. Non, c'est bon, on peut continuer? Très bien. Avant que vous continuiez, Farid, moi j'ai encore une question, je suis désolée. Oui, je vous en prie. Okay. Internet coupe, ok, d'accord. Ok, oui, Internet coupe, effectivement, je ne sais pas si tout le monde le ressent ou si c'est lié qu'à ma connexion à moi. Non, non, on le ressent ici aussi. Hein. Ah, ok. Alors, comment on peut faire à part couper les caméras, je ne sais pas trop. C'est moins. Je peux couper la mienne déjà. Je vais couper ma caméra et on va voir si c'est mieux, alors que c'est un peu contradictoire par rapport à ce que je vous demandais de faire, mais voilà, c'est pour des questions de fluidité. Du coup, j'espère que ça va mieux passer. Et avant que vous continuiez, Farid, je me demandais aussi, ok, nous aussi, ça ne fonctionne pas bien, d'accord. J'espère que ça va aller mieux, du coup, côté Ingrid et côté moi, on a coupé la caméra, j'espère que ça va aller mieux. Je me demandais, Farid, vous avez évoqué voilà, l'âge. Moyen, enfin la durée de vie, là, j'arrive plus à trouver le bon terme, mais il me semblait que c'était en train de rediminuer justement du fait de tout ce qu'on rencontre comme conséquence de la pollution, des maladies, etc. On est sur quelle tendance aujourd'hui? C'est un peu connexe, mais voilà. Effectivement, il y a quelques études qui alertent à ce sujet-là. J'avoue que du coup, il faut plus de temps pour voir si c'est une tendance qui va continuer à se confirmer, ou bien si c'est juste lié à un contexte plutôt conjoncturel. Donc, du coup, pour le moment, j'avoue que c'est encore un peu trop. Ok, on n'a pas assez de recul, d'accord. Ouais, effectivement. Je vous laisse continuer. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas si vous avez des questions à dire encore, je le rappelle. De toute façon, là, il reste 3-4 slides. Après, on échangera avec l'ensemble des étudiants là-dessus. Merci beaucoup. Donc là, en fait, l'idée, c'est de montrer un petit peu l'environnement social d'une personne. Donc, a fortiori, une personne âgée, on parle
de sa vie au quotidien en tant que citoyen, de sa vie sociale, le fait qu'il soit un consommateur, qui ait des loisirs ou des activités culturelles, son habitat, sa mobilité, son bénévolat, ses droits particuliers. La particularité pour la personne âgée dans cette liste-là, c'est que dans le bénévolat, elle est surreprésentée. C'est quelque chose d'important à avoir en tête, c'est que les personnes âgées, une fois à la retraite, sont très actifs dans le tissu associatif et représentent, j'ai peur de dire une bêtise, mais en tout cas, c'est sûr, c'est plus de 2 tiers des bénévoles en France sont des seniors. C'est important à avoir en tête puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, la longévité des Français depuis plus d'un siècle a considérablement augmenté. Les personnes âgées sont en bonne santé en général, donc, et sont aussi actifs. Donc, une fois à la retraite, ils font part de leur expérience, de leur expertise qu'ils ont pu développer durant leur carrière professionnelle. Donc, soit dans le bénévolat, en grande partie dans le bénévolat, mais également dans la vie citoyenne. C'est-à-dire que dans vos villes, par exemple, ou vos départements, beaucoup des membres des conseils municipaux, conseils départementaux, sont des seniors. Donc, du coup, ils font là aussi profiter à la population de leur expérience au quotidien, dans la vie de tous les jours, dans le développement local. Un autre domaine où ils sont aussi importants, on le voit de plus en plus, c'est au sein de la famille. Donc, du coup, la garde des petits-enfants en particulier, c'est aussi quelque chose qui facilite au quotidien la vie des Français et des Françaises dans leur travail. Donc, la partie santé, soins et prévention, le volet social et médico-social, on parle d'accompagnement. Donc là, on intervient l'APA en particulier. Donc, le petit mot en bas, seule la transversalité des politiques et actions répond aux dimensions multiples des problématiques personnelles et permet d'initier des leviers de développement nationaux et locaux. Donc, Silver Economy. Silver Economy, qu'est-ce que c'est? C'est un terme assez récent qui a peut-être une quinzaine d'années et qui permet de définir en fait un secteur d'activité où des entreprises développent des biens et services à destination des personnes âgées. Donc, il y en a de plus en plus, et on parle là de Silver Economy. Nous, dans le cadre de notre association ou les différents acteurs médico-sociaux, on n'utilise pas forcément ce terme-là, on parle de bien vieillir, parce qu'il n'y a pas cette approche, on va dire, financière ou de bénéfices. Mais la Silver Economy, oui, il n'y a pas de complexe, et du coup, c'est aussi un besoin qu'il y a en France de répondre par l'innovation à des besoins des personnes âgées pour là aussi prévenir la perte d'autonomie. Donc, il y a pas mal de petites boîtes. Pourquoi pas réfléchir, si vous êtes intéressé, à organiser une visite au sein d'un hôtel d'entreprise dédié à la Silver Economy qui est à Ivry-sur-Seine, c'est là où on est installé. Si vous êtes intéressé, soit quelques étudiants ou tout un groupe, il n'y a aucun souci, je serais ravi de vous y accueillir et pour que vous puissiez échanger, pourquoi pas, avec quelques boîtes qui travaillent dans ce domaine-là. Donc là, ce tableau de gouvernance et de dispositif, on va dire, reprend un petit peu les différents acteurs qu'on a pu citer dans la présentation. Donc, on parle de financeurs d'un côté et de niveau d'intervention de l'autre. Donc, plus on est en bas, plus on est, on va dire, au niveau local, communal, donc communal, départemental, plus on monte au niveau régional et national. Donc, la CNSA intervient beaucoup au niveau de programmes nationaux qui permettent de bénéficier là aussi au niveau local à travers des actions plus territorialisées. Les ARS, on ne les a pas cités effectivement, mais les agences régionales de santé ont un rôle très important de mise en œuvre d'actions destinées aux
aux personnes âgées. Les conférences des financeurs aussi. Alors, je ne sais pas s'ils sont indiqués là-dedans. Normalement, au niveau des départements. Oui, conférence des financeurs, ouais, c'est sur toute la largeur. En fait, chaque département a cette conférence-là qui permet de financer les actions de prévention ou d'information destinées là aussi au seniors. Comme vous le voyez, il y a pas mal de financeurs et d'échelles d'intervention. Et la limite, c'est que du coup, les budgets sont assez séparés et ça demande quand même pas mal d'organisation et de préparation en amont pour un acteur afin de demander des financements pour justement favoriser l'autonomie des seniors. Donc, l'offre locale des structures, d'un côté, au domicile, on parle de médecins ou de pharmaciens, de services à domicile, très important également, de SAP, service à la personne, d'aide technologique et technique, service social et accompagnement, service évaluation et prescription, service information et orientation. Donc, tout ça, ces types de services sont pourvus par les acteurs qu'on a pu voir. Donc, les services à domicile, l'exemple de portage de repas à domicile existe, mais il y a également d'autres types de services comme l'adaptation du logement, par exemple. Les services à la personne, les aides humaines, c'est par exemple dans le ménage, particulièrement, c'est 80% en général des services à la personne. C'est sur ce type de prestations. Donc, elles sont financées par l'APA en général. Les aides technologiques et techniques, c'est suite aux innovations apportées par les entreprises ou startups qui travaillent dans ce domaine-là, la silver economy, comme on a vu tout à l'heure. Les services d'information et d'orientation, c'est particulièrement les clics. Les évaluations et prescriptions, pareil, il y a pas mal d'acteurs médico-sociaux qui sont là-dedans. Donc, à cheval entre le domicile et le centre de soins, on a les services de jour, l'hospitalisation à domicile, les services soins infirmiers à domicile et les EHPAD. Et du coup, on a dans le centre de soins en particulier, quand il y a vraiment un niveau de dépendance très, très élevé, donc on parle de soins aigus, de soins de longue durée ou de consultations externes quand c'est moins grave. Voilà. Hop. J'ai arrêté la présentation. Est-ce que vous m'entendez toujours ou du coup il y a des problèmes de connexion? Oui, on vous entend. Super. L'idée, c'était de revenir sur, on va dire, à peu près 60 à 70 ans de politique publique en France destinée aux personnes âgées. Est-ce que, du coup, vous avez des questions, des réflexions là-dessus sur lesquelles on pourrait échanger sur le temps qui nous reste? Il y a des questions? Côté GEA, n'hésitez pas non plus. Des commentaires, hein? Oui, des commentaires, je pense, oui, aussi. De votre côté, dans les pratiques quotidiennes peut-être, ou en lien. Moi, ce que je retiens en tout cas de cette présentation, c'est que quand on parle de seniors ou de personnes âgées, en fait, on parle de catégories qui sont très, très différentes. Et donc, on va s'intéresser à la mobilité puisque c'est l'objet. Effectivement, on va avoir une grande différence entre la mobilité de la personne âgée qui est encore très active, qui est élue, qui est bénévole, qui garde ses petits-enfants et qui a une vie sociale extrêmement, extrêmement riche, et la personne âgée dépendante, soit à domicile, soit en EHPAD, et qui a du mal justement à conserver toute sa place dans la société. En fait, il faudrait faire des catégories très différentes, parce que là, les seniors ne permettent pas en fait, de décrire une situation homogène. C'est exactement ça, effectivement. Chaque senior
est différent, a une problématique différente. Et effectivement, l'idée, c'est aussi de dire qu'à partir de quand on est senior, il y a pas mal de définitions qui donnent des âges différents. En général, en France, on considère qu'on est au-dessus de 60, 65 ans, on est senior. Au-dessus de 75 ans ou au-dessus de 85 ans, on est encore plus touché par les problèmes d'autonomie. Mais l'idée, c'est effectivement de dire senior, 60 ans ou 90 ans, on n'est pas du tout touché par les mêmes enjeux, les mêmes problématiques. C'est comme si on disait que nous, les personnes qui ne sont pas seniors, quand on a 20 ans ou quand on a 50 ans, c'est comme si c'était la même chose, alors qu'on sait pertinemment que ce n'est pas du tout pareil. Donc, il y a 30 ans d'écart, c'est pareil pour 60 ans, 90 ans, il y a 30 ans d'écart également. Donc, du coup, ça n'a absolument rien à voir. Et l'introduction de la notion du 4e âge. Oui, donc ces étudiants savent ce que vous ne devez pas l'entendre, mais on parle du 4e âge. On distinguer effectivement le 3e et le 4e. Exactement, ouais, c'est ça. Oui, j'avais pas entendu. Mais oui, c'est tout à fait ça. L'idée, c'est de distinguer encore plus, subdiviser encore plus la population avec cette question du 4e âge, tout à fait. Et du coup, on en reparlera tout à l'heure, mais pour faire le lien, je pense, avec la question de mobilité, on était plus sur le 4e âge, finalement. C'est ça, oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à l'heure, du coup, c'est avec le même groupe d'étudiants, je ne me rappelle plus exactement. Il y aura peut-être d'autres personnes aussi qui vont se connecter. Là, c'était vraiment focus sur ces questions-là de politique publique, de lien aussi entre les personnes âgées et les questions de mobilité. Et après, on est vraiment plus particulièrement sur la problématique, en fait, si vous voulez un peu l'étayer et puis répondre aux questions plus particulièrement sur la problématique. Kesni voulait visiblement poser une question, mais on ne vous entend pas, Kesni. Sinon, je peux via le chat, il n'y a pas de souci pour la relayer. Ouais. Voilà, n'hésitez pas à intervenir, hein, c'était vraiment l'idée aussi d'avoir ce temps à la fin. Pour information, on organise un colloque la semaine prochaine. Après, ça dépend de votre disponibilité également. Chaque année, on organise un colloque sur un enjeu sociétal. Là, cette année, c'est marrant parce que c'est sur la prévention de la perte d'autonomie et le maintien à domicile. Donc, à chaque fois, on a une sociologue qui intervient. Cette année, c'est Anne-Marie Guillemard qui est très connue en France sur les questions de perte d'autonomie. On a le département qui intervient sur les outils justement de prévention de perte d'autonomie. On a un médecin de la ville de Paris qui accompagne les personnes qui touchent l'APA, qui bénéficient de l'APA. Et l'après-midi, on a une table ronde sur les outils justement concrets au quotidien, sur les services qui peuvent être proposés. Donc, excusez-moi, donc du coup, de portage de repas à domicile, d'adaptation de logement, de téléassistance ou de service à la personne. Donc, c'est à Ivry-sur-Seine, le jeudi 20 octobre, 8h30 à 15h30. C'est totalement gratuit, il reste encore quelques places. Donc, s'il y a des personnes intéressées pour approfondir ce sujet-là, qui n'hésitent pas à m'envoyer un mail, ou alors je peux envoyer le lien d'inscription à Anne Moreau pour qu'elle puisse vous relayer, si vous le souhaitez. Pardon, il n'y a pas de souci. Je me demande même si je ne voulais pas déjà relayer. Moi, je l'ai en tout cas. Oui, voilà. Il y a des étudiants que ça intéresse. Ouais. Super, alors. Oui, donc il n'y a pas de problème. Et s'il y a des étudiants intéressés, vous pouvez aussi envoyer c'est à la marge, mais il n'y a aucun souci, sur l'adresse générique mail de Tous Sensibilisés qui est dans le Padlet. Voilà, je ferai le lien du coup avec Farid, aucun problème pour vous transmettre l'information. Avec plaisir. Et par ailleurs, on a une question. Donc, merci Kesni. La question est: à quelles difficultés avez-vous fait face au début dans le lancement des différents dispositifs, services accompagnement, etc. Alors là, pour le coup, les politiques publiques, comme elles démarraient, on va dire, de zéro, puisque pendant très longtemps, l'accompagnement et les services, enfin, l'accompagnement des personnes âgées en perte d'autonomie était fait par les familles. Pendant très longtemps, le mode, on va dire, la société ayant évolué,
Entre-temps, il a fallu créer de nouveaux services publics, associatifs ou privés ces dernières années qui permettent d'accompagner ces personnes. Donc, du coup, dans le lancement, c'est fait, on va dire, assez naturellement au niveau de ces dispositifs. La difficulté, en fait, comme on l'a vu, c'était plutôt à l'époque des années 80 où, pour le coup, quand il y a eu la question de la prise en charge de la perte d'autonomie par les pouvoirs publics, donc pour le coup les départements, là, on a temporairement, qui a duré assez longtemps, arrêter de voir les seniors comme un troisième âge actif et participant, mais plutôt comme une personne qu'il fallait prendre en charge au niveau médical. Donc, l'idée, c'était de revenir sur cette approche plutôt inclusive et les difficultés se situaient plutôt à ce niveau-là en prenant, de sorte à ce qu'il y ait de nouveau une prise de conscience à ce que les seniors, de plus en plus nombreux proportionnellement dans la société, ne soient plus vus comme des personnes dépendantes, mais comme un troisième âge actif dans la société. Est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter quelques projets de futur âge? En fait, oui. Quelque chose qui peut vous intéresser, vous, surtout dans le cadre Pépite, on a, dans la période de Covid, où tout se faisait en distanciel, mis en place une bibliothèque numérique du vieillissement. L'idée, c'était de valoriser en fait toute la production scientifique, l'énorme production scientifique qui existe en France autour du bien vieillir. Donc, on a mis en place ça sur notre site internet. C'est accessible totalement gratuitement sur futurage.fr, tout simplement. Et là, l'idée, c'est de mettre à disposition l'ensemble des thèses, études ou rapports, ou même périodiques, qui traitent du vieillissement à travers différents axes, donc médical, sociologique, alimentation, sport, technique, pas mal d'axes différents. Et il y a beaucoup de thèses, notamment, qui sont rédigées des étudiants qui ont terminé leur master là-dessus ou leur doctorat. Et c'était pas forcément évident, c'est pas forcément à trouver quand on ne connaît pas forcément les banques de données ouvertes. Et donc, nous, on fait ce travail de recensement, on les met à disposition sur notre site internet. Donc ça, c'est un outil qui est pas mal consulté par beaucoup d'acteurs et différents qui ont envie d'en savoir plus sur le public senior ou sur ces questions-là. Donc, n'hésitez pas, c'est disponible. Je vais mettre l'URL dans le chat, mais vous allez voir, juste à cliquer sur bibliothèque dessus, vous pourrez y accéder. On travaille également sur les questions de formation au numérique à destination des seniors, notamment en quartier prioritaire, où le public, mais en particulier les seniors encore plus, souffrent d'isolement. Donc, l'idée, c'est de les former à ce volet, on va dire, au numérique pour qu'ils puissent, du coup, mieux appréhender ces outils pour aller chercher de l'information et sortir un peu plus pour bénéficier de loisirs, de culture ou d'autres sujets. Donc, on leur apprend à se servir d'une tablette, d'un ordinateur portable ou d'un smartphone en particulier. Puisque du coup, proportionnellement, les seniors souffrent plus de cette fracture numérique que ceux qui ne sont pas encore seniors. Bien que cette tendance décroît d'année en année, et c'est tant mieux. On forme également les aidants familiaux de personnes en perte d'autonomie sur leur rôle au quotidien. Ça va de comment on déplace une personne en difficulté, ça va du droit au répit, ça va d'informer sur la maladie d'Alzheimer ou les troubles parentés. Donc, c'est quelque chose qui marche pas mal. On travaille beaucoup avec les villes du Val-de-Marne là-dessus.
Autre chose qu'on fait, il y a ce colloque qui nous prend quand même pas mal de temps à préparer chaque année. On organise des webinaires sur des sujets plus courts tout au long de l'année. On a accompagné la ville de Choisy-le-Roi ces dernières années dans la rénovation urbaine d'un de leurs quartiers et sur la prise en compte des enjeux du vieillissement. Donc, en fait, notre action est assez transverse. On essaie de s'adapter à partir du moment où il y a un besoin dont bénéficieraient les seniors. On s'adapte et on met notre expérience à disposition. Avez-vous développé lutter contre la perte de mobilité des seniors? Alors nous, non, en fait, on ne développe pas d'outils. En fait, on met à disposition l'information là où on forme, mais concrètement, là, par exemple, ce que vous demandez, c'est plus le rôle des entreprises ou des startups qui travaillent dans la cyberéconomie, de travailler, d'étudier ou sur des projets de recherche pour répondre à ce besoin de mobilité des seniors. Je pense que c'est ce qu'on abordera dans le webinaire qui va commencer dans quelques minutes. Mais ouais, nous on n'offre pas de nouveaux services. En fait, du coup, on n'est pas une entreprise, on est juste une association qui permet de faire le lien entre les acteurs et ces enjeux du vieillissement des populations. Et du coup, Farid, est-ce que sur la question des formations aux aidants, par exemple, est-ce que vous, du coup, vous n'intervenez que sur le 94, j'imagine? Comment est-ce que, enfin voilà, quel relais vous pourriez avoir pour à d'autres endroits où il y a ces besoins? Tout à fait. En fait, ces formations, on a eu des financements de la conférence des financeurs du Val-de-Marne, ce qui nous permet de les proposer aux villes du Val-de-Marne. Après, rien ne nous empêche d'intervenir ailleurs à partir du moment où du coup, il y a la possibilité de financer ces formations-là. Donc, du coup, si c'est en Seine-et-Marne, par exemple, il faudrait qu'on se rapproche soit de la conférence des financeurs de Seine-et-Marne pour la prise en charge de ces formations, soit directement avec les villes si elles en souhaitent. Ça dépend. Mais nous, on n'est pas fermé géographiquement. C'est vrai que nous, on est soutenu. Toutes nos actions, on les fait. On les propose gratuitement, que ce soit nos colloques ou nos formations. Les bénéficiaires n'ont pas à débourser de l'argent pour suivre nos événements parce qu'il y a une prise en charge des pouvoirs publics. On est soutenu dans notre fonctionnement par le territoire Grand Orly Seine-Bièvre et le département finance, par exemple, certaines de nos formations. D'accord, oui, tout à fait. Ça fait sens aussi d'avoir une action locale et concrète en lien, effectivement. Exactement, oui. Ouais, tout à fait. Tout à fait. On accueille Michel et Mounia aussi. Donc, Michel et Mounia, si vous pouvez nous préciser effectivement votre formation. Et là, on était sur la visio de culture générale, je dirais, sur l'historique des politiques publiques en lien avec les seniors. Et pour faire le lien aussi avec des questions de mobilité qu'on va aborder de manière encore plus précise dans ce qui va suivre en lien avec la problématique B4, du coup. Est-ce que vous voulez faire 30 secondes de pause là ou est-ce qu'on attend encore que les autres personnes se connectent quelques minutes dans tous les cas de figure, si vous voulez bien, toutes et tous? Et puis, on va enchaîner sur le lien avec la problématique plus précisément. Ça vous convient? C'est le même URL, c'est le même Zoom de toute façon. Oui, c'est le même Zoom, absolument, pour simplifier les choses. Oui. Ou peut-être vous avez encore des questions, je ne sais pas. Ah oui. Est-ce qu'il existe une corrélation entre l'isolement social des seniors et leur manque de mobilité? Alors ça, c'est une question que j'avais anticipée et que j'avais prévu de répondre, mais après. Alors, on attend un tout petit peu. Ouais. Du coup, si vous voulez bien, j'ai oublié le prénom, pardon. C'est pas Bilal, c'est Rabi, je crois, si je ne me trompe pas. C'est une question très intéressante, mais pour ne pas se spoiler ou anticiper sur le prochain groupe, je vais prendre juste 2-3 minutes de pause, si vous me le permettez. Oui. Et du coup, je reviens pour midi 2. Oui, ok. Ok, ça marche. Merci beaucoup, en tout cas, pour ceux qui ont participé à cette première présentation, et en espérant que ça a pu vous donner quelques informations importantes à prendre en compte dans la compréhension de ce sujet-là en France. Merci beaucoup, Farid, et à tout de suite. Donc, à tout de suite, ouais. Ne vous déconnectez pas, les autres personnes. On reprend vraiment pour faire le lien sur la problématique plus spécifique
B4, du coup, qui a été proposé justement par Farid Taleb et Futurage. Voilà. Je rappelle qu'il est du coup directeur général de cette association. Voilà, et merci du coup de commencer à poser des questions. On va y répondre au fur et à mesure. Du coup, en attendant, Michel et Mounia, vous pourrez nous indiquer de quelle formation vous êtes? Bonjour. On a fait avec bonjour. Oui, on est en master international trilingue à l'UPEC. Ok, avec Véronique Guillou. Oui. Ok, super. Ok. D'autres de vos collègues se sont connectés ce matin sur d'autres problématiques. Ok, super. Donc, on va commencer. On laisse juste un petit peu de répit à Farid qui est intervenu là pendant près d'1 heure. Et puis on enchaîne vraiment sur la problématique. Et merci à toutes et tous d'être présents.